Bonjour à tous, depuis l'Institut français d'Espagne, nous sommes ravis aujourd'hui de célébrer avec vous le jour du livre. Même si c'est dans des conditions un petit peu particulières et de façon virtuelle, nous voulons faire un clin d'œil au grand auteur espagnol qu'est Cervantes, faire un clin d'œil aussi aux lectures qui auront lieu de façon virtuelle au Círculo de Bellas Artes et lire avec vous, en français, le premier chapitre de ce merveilleux roman, qui commence comme ça. Chapitre 1, qui traite de la qualité des occupations du fameux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Dans une bourgade de la Manche, dont je ne veux pas me rappeler le nom, vivait, il n'y a pas longtemps, un Hidalgo de ceux qui ont lance au râtelier, rondage antique, bidet maigre et lévrier de chasse. Un pot-au-feu plus souvent de mouton que de bœuf, une vinaigrette presque tous les soirs, des abattis de bétail le samedi, le vendredi des lentilles, et le dimanche, quelques pigeonneaux outre l'ordinaire, consumaient les 3/4 de son revenu. Le reste se dépensait en un pourpoint de drap fin et des chausses de panne avec leurs pantoufles de même étoffe pour les jours de fête, et un habit de la meilleure serge du pays dont il se faisait honneur les jours de la semaine. Il avait chez lui une gouvernante qui passait les 40 ans, une nièce qui n'atteignait pas les 20, et de plus un garçon de ville et de campagne qui scellait le bidet aussi bien qu'il maniait la serpette. L'âge de notre Hidalgo frisait la quarantaine. Il était de complexion robuste, maigre de corps, sec de visage, fort matineux et grand ami de la chasse. On a dit qu'il avait le surnom de Quijada ou Quesada, car il y a sur ce point quelques divergences entre les auteurs qui en ont écrit, bien que les conjectures les plus vraisemblables fassent entendre qu'il s'appelait Quijana. Mais cela importe peu à notre histoire. Il suffit que, dans le récit des faits, on ne s'écarte pas d'un atome de la vérité. Or, il faut savoir que cet Hidalgo, dans les moments où il restait oisif, c'est-à-dire à peu près toute l'année, s'adonnait à lire des livres de chevalerie, avec tant de goût et de plaisir qu'il en oublia presque entièrement l'exercice de la chasse et même l'administration de son bien. Sa curiosité et son extravagance arrivèrent à ce point qu'il vendit plusieurs arpents de bonne terre à labourer pour acheter des livres de chevalier à lire. Aussi en amassa-t-il dans sa maison autant qu'il put s'en procurer. Mais de tous ces livres, nul ne lui paraissait aussi parfait que ceux composés par le fameux Feliciano de Silva. En effet, l'extrême clarté de sa prose le ravissait, et ses propos si bien entortillés lui semblaient d'or. Surtout quand il venait à lire ses lettres de galanterie et de défi, où il trouvait écrit en plus d'un endroit « La raison de la déraison qu'à ma raison vous faites affaiblit tellement ma raison qu'avec raison je me plains de votre beauté. » Et de même quand il lisait « Les hauts cieux qui, de votre divinité divinement par le secours des étoiles vous fortifient et vous font méritante des mérites que mérite votre grandeur. » Avec ces propos et d'autres semblables, le pauvre gentilhomme perdait le jugement. Il passait les nuits et se donnait la torture pour les comprendre, pour les approfondir, pour leur tirer le sens des entrailles, ce qu'Aristote lui-même n'aurait pu faire s'il fût ressuscité tout exprès pour cela. Il ne s'accommodait pas autant des blessures que Don Belianis donnait ou recevait, se figurant que, par quelques excellents docteurs qu'il fût pensé, il ne pouvait manquer d'avoir le corps couvert de cicatrices et le visage de balafre. Mais néanmoins, il louait dans l'auteur cette façon galante de terminer son livre par la promesse de cette interminable aventure. Souvent même, il lui vint envie de prendre la plume et de le finir au pied de la lettre comme il y était annoncé. Sans doute il l'aurait fait, et s'en serait même tiré à son honneur, si d'autres pensées plus continuelles et plus grandes ne l'en eussent détourné. Maintes fois, il avait discuté avec le curé du pays, homme docte et gradué à Sigüenza, sur la question de savoir lequel avait été meilleur chevalier, de Palmerin d'Angleterre ou d'Amatis de Gaulle. Pour maître Nicolas, barbier du même village, il assurait que nul n'approchait du chevalier de Phébus, et que si quelqu'un pouvait lui être comparé, c'était le seul Don Galaor, frère d'Amadis de Gaulle, car celui-là était propre à tout, sans minauderie, sans grimace, non point un pleurnicheur comme son frère, et pour le courage, ne lui cédant pas d'un pouce.
Enfin notre hidalgo s'acharna tellement à sa lecture que ses nuits se passaient en lisant du soir au matin et ses jours du matin au soir, si bien qu'à force de dormir peu et de lire beaucoup, il se dessécha le cerveau, de manière qu'il vint à perdre l'esprit. Son imagination se remplit de tout ce qu'il avait lu dans les livres, enchantements, querelles, défis, batailles, blessures, galanteries, amour, tempêtes et extravagances impossibles. Et il se fourra si bien dans la tête que tout ce magasin d'inventions rêvait était la vérité pure, qu'il n'y eut pour lui nulle autre histoire plus certaine dans le monde. Il disait que le Cid Ruy Diaz avait sans doute été bon chevalier, mais qu'il n'approchait pas du chevalier de l'ardente épée, lequel d'un seul revers avait coupé par la moitié de farouches et démesurés géants. Il faisait plus de cas de Bernard del Carpio, parce que dans la gorge de Roncevaux, il avait mis à mort Roland l'Enchanté, s'aidant de l'adresse d'Hercule quand il étouffa Anté, le fils de la terre, entre ses bras. Il disait grand bien du géant Morgan, qui, bien qu'issu de cette race géante, où tous les arrogants et discourtois, était lui seul affable et bien élevé. Mais celui qu'il préférait à tous les autres, c'était Renaud de Montauban, surtout quand il le voyait sortir de son château et détrousser autant de gens qu'il en rencontrait, ou voler, par-delà le détroit, cette idole de Mahomet, qui était toute d'or à ce que dit son histoire. Quant au traître Ganelon, pour lui administrer une volée de coups de pied dans les côtes, il aurait volontiers donné sa gouvernante et même sa nièce par-dessus le marché. Finalement, ayant perdu l'esprit sans ressources, il vint à donner dans la plus étrange pensée dont jamais fou se fût avisé dans le monde. Il lui parut convenable et nécessaire, aussi bien pour l'éclat de sa gloire que pour le service de son pays, de se faire chevalier errant, de s'en aller de par le monde avec son cheval et ses armes chercher les aventures, et de pratiquer tout ce qu'il avait lu que pratiquaient les chevaliers errants, redressant toutes sortes de torts et s'exposant à tant de rencontres, à tant de périls, qu'il acquit en les surmontant une éternelle renommée. Il s'imaginait déjà le pauvre rêveur voir couronner la valeur de son bras au moins par l'empire de Trébizonde. Ainsi, emporté par de si douces pensées et par l'ineffable attrait qu'il y trouvait, il se hâta de mettre son désir en pratique. La première chose qu'il fit fut de nettoyer les pièces d'une armure qui avait appartenu à ses bisaïeux, et qui, moisie et rongée de rouille, gisait depuis des siècles oubliée dans un coin. Il les lava, les frotta, les raccommoda du mieux qu'il put, mais il s'aperçut qu'il manquait à cette armure une chose importante, et qu'au lieu d'un aume complet, elle n'avait qu'un simple morion. Alors son industrie suppléa à ce défaut. Avec du carton, il fit une manière de demi-salade qui, emboîtée avec le morion, formait une apparence de salade entière. Il est vrai que pour essayer si elle était forte et à l'épreuve d'estoc et de taille, il tira son épée et lui porta 2 coups du tranchant, dont le premier détruisit en un instant l'ouvrage d'une semaine. Cette facilité de la mettre en pièces ne laissa pas de lui déplaire, et pour s'assurer contre un tel péril, il se mit à refaire son harnais, le garnissant en dedans de légères bandes de fer, de façon qu'il demeura satisfait de sa solidité. Et, sans vouloir faire sur lui de nouvelles expériences, il le tint pour un casque à visière de la plus fine trempe. Cela fait, il alla visiter sa monture. Et quoique l'animal eût plus de tare que de membres et plus triste apparence que le cheval de Gonella, qui tantum pellis et ossa fuit, il lui sembla que ni le bucéphale d'Alexandre, ni le babiéka du Cid ne lui étaient comparables. 4 jours se passèrent à ruminer dans sa tête quel nom il lui donnerait. Car, se disait-il, il n'est pas juste que cheval d'aussi fameux chevalier et si bon par lui-même reste sans nom connu. Aussi essayait-il de lui en accommoder un qui désignât ce qu'il avait été avant d'entrer dans la chevalerie errante, et ce qu'il était alors. La raison voulait d'ailleurs que son maître changeant d'état, il changeât aussi de nom, et qu'il en prit un pompeux et éclatant, tel que l'exigeait le nouvel ordre et la nouvelle profession qu'il embrassait. Ainsi, après une quantité de noms qu'il composa, effaça, rogna, augmenta, défit et refit dans sa mémoire et son imagination, à la fin, il vint à l'appeler Rocinante, nom
à son idée, majestueux et sonore, qui signifiait ce qu'il avait été et ce qu'il était devenu, la première de toutes les rosses du monde. Ayant donné à son cheval un nom, et si à sa fantaisie il voulut s'en donner un lui-même. Et cette pensée lui prit 8 autres jours, au bout desquels il décida de s'appeler Don Quichotte. C'est de là, comme on l'a dit, que les auteurs de cette véridique histoire prirent occasion d'affirmer qu'il devait se nommer Quijada et non Quesada, comme d'autres ont voulu le faire accroire. Se rappelant alors que le valeureux Amadis ne s'était pas contenté de s'appeler Amadis tout court, mais qu'il avait ajouté à son nom celui de sa patrie, pour la rendre fameuse, et s'était appelé Amadis de Gaulle, il voulut aussi en bon chevalier ajouter au sien le nom de la sienne, et s'appeler Don Quichotte de la Manche, s'imaginant qu'il désignait clairement par là sa race et sa patrie, et qu'il honorait celle-ci en prenant d'elle son surnom. Ayant donc nettoyé ses armes, fait du morion une salade, donné un nom à son bidet et à lui-même la confirmation, il se persuada qu'il ne lui manquait plus rien, sinon de chercher une dame de qui tomber amoureux. Car pour lui, le chevalier errant sans amour était un arbre sans feuilles et sans fruits, un corps sans âme. Il se disait « Si pour la punition de mes péchés, ou plutôt par faveur de ma bonne étoile, je rencontre par là quelques géants, comme il arrive d'ordinaire aux chevaliers errants, que je le renverse du premier choc ou que je le fende par le milieu du corps, qu'enfin je le vainque et le réduise à merci, ne serait-il pas bon d'avoir à qui l'envoyer en présent, pour qu'il entre et se mette à genoux devant ma douce maîtresse et lui dise d'une voix humble et soumise « Je suis madame le géant Caraculambro, seigneur de l'île Malindrania, qu'a vécu en combat singulier le jamais dignement loué chevalier Don Quichotte de la Manche, lequel m'a ordonné de me présenter devant votre grâce pour que votre grandeur dispose de moi tout à son aise. » Oh, combien se réjouit notre bon chevalier quand il eut fait ce discours, et surtout quand il eut trouvé à qui donner le nom de sa dame. Ce fut, à ce que l'on croit, une jeune paysanne de bonne mine qui demeurait dans un village voisin du sien et dont il avait été quelque temps amoureux, bien que la belle n'en eût jamais rien su et ne s'en fût pas souciée davantage. Elle s'appelait Aldonza Lorenzo, et ce fut à elle qu'il lui sembla bon d'accorder le titre de dame suzeraine de ses pensées. Lui cherchant alors un nom qui ne s'écartât pas trop du sien, qui sentit et représentât la grande dame et la princesse, il vint à l'appeler Dulcinée du Toboso, parce qu'elle était native de ce village, nom harmonieux à son avis, rare et distingué, et non moins expressif que tous ceux qu'il avait donnés à son équipage et à lui-même. Feliz día del libro.